Alors, entre-temps, il y a Thérèse qui dit comment garder la connexion entre les synapses afin d'éviter les fuites de mémoire. Alors, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et j'en parle même dans l'une de mes formations qui s'appelle Apprendre à apprendre. Parce que moi, j'estime que on ne devrait pas prendre un enfant, mettre cet enfant à l'école, commencer à lui donner des livres, des documents et lui dire il faut lire, il faut étudier, sans lui expliquer comment son cerveau fonctionne. Alors que même ses parents ne connaissent pas comment son cerveau fonctionne. Alors que ses parents n'ont même pas la notice du cerveau pour lui montrer ou plutôt pour utiliser des techniques qui vont lui permettre de retenir de manière efficace. Alors, en ce qui concerne la mémoire, il y a deux choses qu'il faut retenir sur la mémoire. Je n'ai pas envie d'entrer dans des choses trop techniques qui vont vous perdre inutilement. Il y a deux choses à retenir sur la mémoire. Pour avoir une bonne mémoire, la première chose qu'il faut retenir, c'est la charge émotionnelle. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est la consolidation. Retenez juste les deux ci. Je vais expliquer chacune. Mais retenez que pour avoir une bonne mémoire, il y a la charge émotionnelle et il y a la consolidation. Je vais commencer par la charge émotionnelle. Avec la charge émotionnelle, il y a un exemple que j'aime prendre qui fonctionne à chaque fois. Si vous rencontrez une femme qui a déjà accouché et vous lui posez la question qui est celle de savoir votre premier accouchement, c'était quand? C'était dans quel hôpital? Lorsque l'enfant est né, il avait quelle masse? Vous allez vous rendre compte que la femme se rappelle de tout ça. Elle peut même vous expliquer le contexte dans lequel elle a accouché. Elle peut même vous expliquer comment elle venait à l'hôpital. Elle peut même vous expliquer comment est-ce que les contractions ont commencé. Elle peut vous expliquer même combien de temps environ elle a eu à mettre pendant le travail jusqu'à l'accouchement. Elle peut vous expliquer même ce qui s'est passé immédiatement après. En fait, la seule chose qui pousse une femme à retenir des informations pareilles pendant 20 ans, pendant 30 ans, parce que si vous rencontrez une femme qui a 50 ans et vous lui demandez de vous parler de sa première grossesse, même si cette grossesse a eu lieu il y a 30 ans, elle va vous expliquer. Mais la question que vous devez vous poser, mais comment elle fait pour retenir de manière aussi approfondie un événement qui s'est produit 30 ans avant? Il y a une seule chose qui explique cela, c'est la charge émotionnelle. Il n'y a pas une autre chose. C'est parce que c'est un événement qui a été lié à beaucoup d'émotions, notamment des émotions comme la douleur, des émotions comme la joie, des émotions comme la satisfaction de mettre au monde un enfant. Ce qui fait en sorte que cet ensemble d'émotions-là font en sorte que l'information reste gravée dans le cerveau. Et là, je l'explique régulièrement, notamment avec une partie du cerveau qui s'appelle le système limbique, qu'on appelle encore le cerveau limbique. C'est une partie qui contrôle les émotions, la mémoire et la prise de décision. Et le fonctionnement dans ce système est basé sur un organe qui s'appelle l'hippocampe. Ça veut dire que quand les informations arrivent au niveau de votre hippocampe, l'hippocampe va relier ces informations avec vos organes de sens, comme par exemple le goûter, comme par exemple, la langue qui est un organe de sens qui va se charger par exemple du goût, comme par exemple l'odorat, comme par exemple l'ouïe, comme par exemple la vue, comme par exemple le toucher. En fait, ça va lier tout ce qui se produit au niveau de vos organes de sens avec cet organe. Et ça va créer ce qu'on appelle des alliages spécifiques. C'est ça qui permet de conserver la mémoire pendant longtemps. C'est un peu comme des influx nerveux. Ce n'est pas comme un ordinateur où c'est stocké dans une carte mémoire ou dans un disque dur. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est le fait que vous allez vous rendre compte que parfois, vous restez là, vous humez une odeur et ça vous rappelle directement quelque chose. Vous pouvez arriver quelque part, vous humez une odeur et vous dites, on est en train de préparer le riz sauté quelque part ici. Vous arrivez quelque part, vous humez une odeur et vous vous dites, il y a le haricot qu'on est en train de préparer quelque part ici. En fait, vous savez ce qui vous permet d'avoir ces informations? Ce sont ces aléas spécifiques-là. C'est parce qu'on a déjà préparé du haricot devant vous. Ou alors, vous avez déjà préparé du haricot. Vous avez déjà ressenti l'odeur du haricot qu'on est en train de préparer, qu'on est en train de faire cuire. Vous avez déjà mangé du haricot et vous avez ressenti l'odeur de ce haricot que vous êtes en train de manger. Donc, votre hippocampe a créé un alliage spécifique entre l'odeur du haricot et le haricot. Ce qui fait en sorte que chaque fois que vous allez ressentir une odeur similaire, l'information là va revenir, c'est-à-dire la mémoire correspondante à cet alliage là va revenir et ça va vous permettre de vous rappeler à nouveau de cela.
C'est comme ça que ça fonctionne. Parfois, vous pouvez fermer les yeux, vous touchez quelque chose et en touchant, ça vous permet de savoir un peu de quoi il s'agit. Vous pouvez fermer les yeux, vous touchez par exemple une télécommande et vous savez que ça c'est la télécommande. Comment est-ce que votre cerveau sait que c'est la télécommande? C'est parce qu'il y a déjà un alliage spécifique qui s'est créé avec cet organe du toucher et l'hippocampe et la relation et la connexion qui a été créée entre cela. C'est ça qui vous permet de pouvoir vous rappeler de ça. Donc, il y a donc cette forte charge émotionnelle qui se crée lorsque des événements produisent des émotions en vous. Il y a plusieurs formes d'émotions. Il y a des émotions primaires comme par exemple la peur, comme par exemple la colère. Il y a des émotions composées qui sont des ensembles d'émotions qui se mettent ensemble pour produire d'autres émotions. Là, je vous invite à regarder une roue. Ça s'appelle la roue des émotions. Vous partez sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez la roue des émotions. Vous allez voir une roue dans laquelle il y a ce qu'on appelle des émotions primaires et les émotions composées. Et l'un des meilleurs moyens de retenir une information pendant longtemps, c'est d'associer cette information à des émotions. Soit vous provoquez l'émotion pour pouvoir retenir l'information pendant longtemps, ou alors parfois c'est par inadvertance que l'émotion se produit parce que ça ne dépendait pas forcément de vous. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez toujours vous rappeler de toutes les scènes qui ont été liées à des fortes émotions. Si vous avez été victime d'un accident, vous allez vous rappeler de la scène. Sauf si peut-être après l'accident, vous avez eu ce qu'on appelle une amnésie post-accident qui fait en sorte que peut-être vous ne vous rappelez plus de ce qui s'est produit après l'accident, mais parfois vous allez vous rappeler de ce qui s'est produit avant. En fait, tout ce qui s'est produit dans votre vie et qui vous a généré beaucoup d'émotions, par exemple, le jour de votre mariage, par exemple, si vous aviez été une fois bastonné, par exemple, par quelqu'un, vous allez vous retenir de cela parce que c'est lié à des fortes émotions. Donc, comme je disais, la première chose à retenir, c'est que pour pouvoir avoir une bonne mémoire, il faut associer ce que vous faites à des émotions. Parce qu'avec les émotions, ça vous permet de retenir plus facilement. Pourquoi? Parce que dans le système limbique, qui est dans le système dans votre cerveau qui contrôle les émotions, ce système contrôle aussi la mémoire avec le mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est un système qui contrôle aussi la prise de décision. C'est pour ça que les émotions et la mémoire sont liées. Alors, la deuxième chose, c'est ce que j'ai appelé la consolidation. Si vous voulez avoir une bonne mémoire, il faut pouvoir consolider les connexions donc qui se créent entre l'hippocampe et les organes de sens. Alors pour consolider, il y a deux techniques pour consolider. Il y a ce qu'on appelle la consolidation consciente, il y a ce qu'on appelle la consolidation inconsciente. Alors la consolidation consciente, c'est par exemple quoi? C'est par exemple du fait que vous voulez lire ce livre. Alors ce livre s'appelle Le Grand Livre de la Vente. C'est un très bon livre que je vous recommande, Le Grand Livre de la Vente. Alors c'est un livre qui fait 683 pages. 683 pages. Vous décidez de lire ce livre. La consolidation consciente, comment est-ce que ça fonctionne si vous voulez retenir les informations qu'il y a dans ce livre? Ce n'est pas de prendre le livre et de lire jusqu'à la fin, en 2 jours, 3 jours, et de dire « j'ai fini ce livre » et de vous vanter sur Internet en disant « oui, le grand livre de la vente là, oui, j'ai lu ça, oui, c'est un livre vraiment, le livre de Nicolas Caron là, c'est un très bon livre, j'ai lu ça entièrement, c'est très pertinent. » Et voilà, il parle du marketing à l'intérieur, il parle de la vente, il parle de la communication, etc. En fait, la seule chose que vous allez retenir de ce livre, c'est le souvenir que vous avez lu. Si vous procédez comme ça. Vous allez juste vous souvenir que vous avez lu ce livre. Mais vous ne pourriez pas vous rappeler de manière profonde et approfondie des connaissances magnifiques qu'il y a à l'intérieur parce que vous n'utilisez pas de manière optimale la consolidation consciente. Alors, comment est-ce que ça s'utilise, la consolidation consciente, avec l'exemple du livre? Alors, vous prenez un livre comme celui-ci. Vous regardez le nombre de pages. Je vous ai dit c'est 683 pages. Vous vous donnez un objectif par rapport à la lecture de ce livre. Vous vous dites par exemple, ok, j'ai envie de lire ce livre, par exemple, en 30 jours. Il faudrait que je finisse la lecture de ce livre en 30 jours. Alors, je vais faire le calcul. Je vais prendre la calculatrice. Je vais taper le nombre de pages du livre. Le livre, je vous ai dit, c'est 683. Donc, je tape 683 et je vais diviser par 30 jours. Ça me donne 22,76. On peut dire 23 pages. Ça veut dire que vous devez lire 23 pages de ce livre par jour pendant 30 jours afin de pouvoir finir le livre en 30 jours. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous décidez que vous allez lire tous les jours entre 5h et 5h30.
C'est un exemple. C'est à vous de décider. Ça peut être le matin, ça peut être pendant la journée, ça peut être le soir, ça peut être au coucher. Ça dépend de vous. Vous décidez de lire, par exemple, entre 5h et 5h30. Ça veut dire entre 5h et 5h30, vous vous levez à 5h, vous lisez 23 pages. Dès que vous arrivez à la page 23, vous pliez le livre. Vous savez que vous pliez la page qui est au niveau de la page 23 parce que vous avez fini. Vous vous arrêtez là. Dès que vous finissez, vous prenez un bloc-notes. Vous avez votre bloc-notes. Le bloc-notes, il peut être physique, il peut être électronique. Ça peut être un bloc-notes sur votre téléphone. Vous prenez un bloc-notes. Dans votre bloc-notes, vous allez faire quelque chose. Vous allez prendre des notes en lisant. Alors ça dépend de tout un chacun. Il y a des personnes qui savent prendre des notes en lisant. Il y a des personnes qui prennent des notes après avoir lu. Ça va dépendre de vous. Il n'y a pas une technique qui est forcément meilleure que l'autre. Ça dépend de ce qui vous convient le mieux. Alors, vous prenez donc un bloc-notes. Ça peut être que vous avez le bloc-notes avec le livre et vous prenez les notes au fur et à mesure. Ou alors, vous faites un résumé à la fin. C'est que vous allez prendre votre livre. Vous allez mettre jour 1. Jour 1, vous faites un résumé de ce que vous avez lu des 11 pages. Parce que quand on lit un livre, le but n'est pas de retenir par cœur. Il faut bannir ça. Ça veut dire, retenez ce que je viens de dire ici. Il faut bannir définitivement de votre cerveau qu'il faut retenir par cœur. Ça ne sert à rien de retenir par cœur. Ça vous sature le cerveau inutilement. Inutilement. Arrêtez de retenir par cœur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien de vouloir retenir par cœur. C'est l'une des choses même qui crée des trous de mémoire, inutilement. Parce que votre cerveau va commencer à apprendre par la rétention par cœur. Ce qui fait que si vous oubliez un seul mot, vous allez oublier tout l'algorithme de ce que vous avez retenu. Et ce n'est pas pertinent. Ça ne sert absolument à rien de retenir par cœur. Donc, quand vous avez lu les 23 pages, vous devez pouvoir faire un résumé de ces pages en vos propres mots. Ça veut dire que vous allez noter les points clés que vous avez retenus. Et en vos propres mots, vous faites un résumé des 11 pages, ou plutôt des 23 pages. Et dès que vous avez fait ça, vous notez le temps que ça vous a pris pour lire. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand vous commencez à lire, vous mettez directement un chrono. Le chrono, ça peut être sur votre montre, si vous avez une montre connectée. Ça peut être sur votre téléphone. Ça peut être sur un chronomètre. Ça dépend de ce que vous avez pour faire le chrono. Vous mettez un chrono et vous dites, OK, le jour 1, j'ai lu pendant 30 minutes mes 23 pages. Et voilà le résumé. C'est bon. Vous pouvez, cet objectif de la journée, il est atteint. C'est-à-dire que dans votre to-do list, vous considérez que voilà, l'objectif lecture, du moins de ce livre, est terminé. Le lendemain, vous vous réveillez encore à 5 heures. Avant de lire les 23 prochaines pages, vous relisez le résumé du jour 1. C'est-à-dire que vous allez prendre le résumé du jour 1, vous le relisez. Et dès que vous finissez de lire le résumé du jour 1, vous essayez de bien comprendre à nouveau ce que vous avez lu le jour 1. Et dès que vous avez fini de le faire, vous prenez votre livre, vous arrivez à la page que vous avez pliée, vous dépliez et vous continuez à lire 23 autres pages. Dès que vous lisez encore 23 autres pages, vous faites la même chose, vous pliez, vous faites le même exercice dans votre bloc-notes et c'est un objectif atteint pour la journée. Vous le faites pendant 30 jours. Et c'est à ce niveau qu'on va donc voir ceux qui sont disciplinés. Parce que la discipline consiste donc à le faire chaque jour sans sauter. Comme vous n'avez pas vous lever un jour et dire que non, j'ai trop dansé la nuit, je suis fatigué, je vais lire plutôt demain. Non, si vous commencez à faire ça, vous détruisez la consolidation consciente qui se produit par un mécanisme de répétition disciplinée. Vous le faites chaque jour pendant 30 jours. Parfois, ça peut arriver que vous n'avez pas pu lire peut-être à 5 heures. Oui, ça peut arriver. Vous remettez à une autre heure de la journée. Ça peut être plutôt le soir, ça peut être plutôt le matin. Ça peut être à n'importe quel moment, mais vous devez absolument le faire pendant les 30 jours. Maintenant, pour des raisons de force majeure, ça peut arriver qu'un jour, vraiment, vous n'avez pas pu lire. Ça peut arriver. Peut-être vous êtes malade ou alors peut-être vous avez eu vraiment quelque chose de grave qui vous a empêché de lire.
Ce n'est pas grave. Vous allez juste prendre le jour où vous auriez dû lire, vous mettez la raison qui vous a empêché de lire, c'est tout simplement ça. Et le jour prochain, vous continuez. À la fin des 30 jours, vous faites une évaluation. Je m'étais donné un objectif qui était celui de lire les 683 pages en 30 jours. Qu'est-ce que j'ai atteint comme objectif? Vous prenez votre bloc-notes et vous faites le calcul. En 30 jours, j'ai lu tel nombre de pages. En 30 jours, j'ai fait tel nombre de résumés. En 30 jours, mon temps de lecture moyen était de tel. Pour calculer le temps de lecture moyen, c'est simple. Vous prenez le nombre de temps que vous lisiez par jour, vous additionnez et vous divisez par le nombre de jours. C'est-à-dire que si vous avez lu pendant 30 jours et que chaque jour, vous avez lu pendant 30 minutes, vous faites 30 minutes, vous additionnez au fur et à mesure en fonction du nombre de jours parce que forcément, vous n'allez pas lire le même nombre de temps par jour parce que le livre n'a pas la même complexité en fonction des pages. Parce qu'il y a des pages qui sont plus compliquées à comprendre que d'autres. Il y a des pages qui expliquent des notions plus complexes que d'autres. Il y a des pages qui ont des tableaux qu'il faut comprendre par rapport à d'autres pages qui n'en ont pas. Donc, ce qui fait que parfois, les 23 premières pages, vous pouvez lire ça pendant, je ne sais pas, pendant 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de votre vitesse de lecture. Et puis, d'autres pages, vous allez lire peut-être pendant 40 minutes, pendant 50 minutes. Mais il faut trouver le temps de lecture moyen qui vous a permis de lire 23 pages. Ça, c'est très important. Et à la fin, donc, des 30 jours, vous devez pouvoir savoir quel est le pourcentage d'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé au début. Si l'objectif était de lire 683 pages et vous avez lu 500 pages, il faut calculer. Donc, vous allez faire juste une règle de 3. Ça veut dire 683 pages correspond à 100% d'atteinte de l'objectif. Maintenant, les 500 pages que j'ai lues correspondent à combien de pourcents? C'est une règle de 3, tout simplement. On va calculer X qui est égal à 500 fois 100 divisé par 683. Donc, je vais prendre ma calculatrice pour calculer. Vous pouvez calculer avec moi pour qu'on ait le même résultat. Donc, je prends la calculatrice et je vais taper 500 multiplié par 100 divisé par 683. Alors, ça me donne 73,20. Donc, X est égal à 73,20%. Donc, en 30 jours, en ayant lu 500 pages, vous avez atteint 73,20% de l'objectif que vous vous étiez fixé au début des 30 jours. Mais c'est un objectif qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez un objectif de 683 pages à lire, et que vous avez pu lire 500 pages, ce qui représente 73%. Mais j'ai envie de dire, si c'était un étudiant dans une salle de classe, il aurait eu une très bonne note. Ça veut dire, vous ne devez pas vous blâmer parce que vous n'avez pas atteint l'objectif. Par contre, vous devez mesurer votre atteinte de l'objectif. Ça, c'est très important. Vous devez pouvoir savoir, j'ai atteint combien % de l'objectif dans le délai de temps que je m'étais fixé. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer. Comme j'aime souvent dire, on n'améliore pas ce qui ne se mesure pas. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, ne faites aucune action sans mesurer. Ce n'est pas pertinent. Si vous devez lire, il faut mesurer. Parce qu'après ça, vous allez aussi mesurer le temps moyen de lecture. Si votre temps moyen de lecture, c'est 30 minutes. Si vous avez 30 minutes de temps moyen de lecture, vous devez évaluer en un mois. C'est-à-dire en 30 jours, si c'est le cas de figure de ce qu'on vient de faire. Ça vous a pris combien d'heures de lecture? Vous devez évaluer le nombre d'heures de lecture là. Ça représente combien de jours sur un mois? Et quand vous allez calculer ça, si vous vous rendez compte que c'est beaucoup, la chose suivante que vous devez faire, c'est comment faire pour lire rapidement? C'est la prochaine question que vous devez vous poser. Comment faire pour lire rapidement? Et là, vous pouvez par exemple télécharger le guide de la lecture rapide. Vous pouvez taper sur un moteur de recherche le guide de la lecture rapide et vous ajoutez PDF. Ou alors pour faire simple, vous tapez guide, un mot, ensuite vous tapez lecture, un mot, ensuite vous tapez rapide, un mot, ensuite vous écrivez PDF. Si vous tapez ces 4 mots-clés dans un moteur de recherche, maximum les 5 premières pages qui vont s'afficher, vous allez voir dans le livre en question. C'est un livre qui est gratuit, qui vous permet de lire rapidement. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce que là, vous allez comprendre que vous avez besoin d'apprendre à lire plus rapidement. C'est lorsqu'on fait ce type d'exercice qu'on comprend l'importance de se former. Parce que quand vous ne faites pas ça, vous avez l'impression que se former ne sert à rien. Mais quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que, mais attends, si je dois être aussi lent, parce que si vous vous rendez compte que vous lisez 23 pages en 1 heure ou en 2 heures, ce qui est trop long, ça veut dire que vous ne pourriez pas lire beaucoup de livres. Ça veut dire qu'en un an, le nombre de livres que vous allez lire sera trop petit. Parce que vous n'avez pas que les livres à lire, vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Vous allez donc comprendre qu'il est important d'apprendre à lire plus rapidement. Et quand vous allez comprendre que c'est important d'apprendre à lire plus rapidement, vous allez aller chercher comment faire pour lire plus rapidement. Vous allez aller vous former. L'avantage, c'est qu'il y a Internet. Donc, vous pouvez aller en ligne. Je vous ai donné les mots-clés sur les moteurs de recherche, par exemple, pour avoir le guide de la lecture rapide. C'est un livre qui est très intéressant, qui vous donne les techniques pour lire rapidement. Et surtout, ça va vous montrer à quel point il est important de se former. Ça va vous montrer à quel point il est important de diversifier ses connaissances et ses compétences. Mais l'élément le plus fondamental, c'est que ça va développer votre discipline. Parce que si vous réussissez à faire ça pendant 30 jours, c'est-à-dire vous levez tous les jours à 5 heures, lire pendant 30 minutes et vous faites ça pendant 30 jours, en réalité, ça va développer votre discipline dans toute votre vie. Parce que maintenant, quand vous allez vous fixer un autre objectif dans un autre domaine, vous seriez aussi discipliné. Quand vous allez décider, par exemple, d'aller prospecter des clients tous les jours pendant au moins 1 heure de temps, vous serez aussi discipliné parce que la discipline se construit aussi et ça développe dans cette consolidation consciente. Et la deuxième chose, c'est la consolidation inconsciente. La consolidation inconsciente, en général, se produit pendant le sommeil. C'est pour ça qu'il est très recommandé de lire, par exemple, avant de dormir. Il est très recommandé d'étudier avant de dormir. Pourquoi? Parce que pendant votre sommeil, votre cerveau n'arrête pas de fonctionner. Pendant votre sommeil, il y a ce qu'on appelle la consolidation inconsciente qui permet à ce que vous puissiez consolider davantage les informations dont vous avez bénéficié tout au long de votre heure d'éveil. Donc, voilà donc les 2 techniques fondamentales à retenir pour avoir une mémoire optimale. Donc, 2 choses à retenir, c'est la charge émotionnelle et la deuxième chose, c'est la consolidation. Il y en a 2, consciente et inconsciente. Voilà. Vous allez m'excuser d'expliquer pendant longtemps parce que je sais qu'il y a forcément beaucoup d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes types de problèmes et ça va permettre de répondre aussi à d'autres types de questions pour ne pas avoir à répondre à toutes les questions alors qu'une question peut permettre de répondre à plusieurs autres. Voilà, donc je vais chercher une autre question rapidement. Voilà, magnifique. Il y a Lisa Ngondo qui a partagé le livre en question en commentaire. Donc, regardez dans les commentaires, vous allez voir Lisa Ngondo qui est même une super fan. Chapeau à toi, Lisa. Elle a partagé le livre. Donc, vous cliquez juste sur le lien qu'elle a mis en commentaire. Ça s'appelle le guide de la lecture rapide PDF. Vous téléchargez. C'est un livre qui est magnifique, qui vous permet d'apprendre à lire rapidement. Alors, je vais chercher une autre question. Alors, bonsoir docteur. Ma question était simple. Quelle technique à adopter pour mieux vendre notre produit hors ligne? Ça, c'est une très belle question. Quelles sont les techniques à adopter pour vendre un produit hors ligne? Entendez par hors ligne en dehors d'Internet. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sur Internet et vous voulez vendre un produit. Comment faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente, c'est un art. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas vendre. Ou les gens parfois ont honte de vendre. Il y a des gens qui ont honte de vendre. Je suis sûr que parmi vous qui suivez ce direct, il y a des gens qui ont honte de vendre. Quand on dit que tu es un vendeur, ça leur fait mal. C'est comme si c'est une injure. Ils se disent non, je ne vends pas. Non, comment tu dis que je vends? Non, je ne vends pas. Moi, je ne suis pas dans les trucs de vente là. C'est Claudel sur Internet qui fait les trucs qu'il vend. C'est un marmailleur. Moi, je ne vends pas. Moi, je suis un homme simple. La vente, c'est vital. La vente, c'est un art. La vente est tellement magnifique que je recommande à toute personne d'essayer au moins de vendre. Même si c'est une fois durant votre vie, il faut essayer de vendre. C'est tellement beau, la vente. Comment vendre hors ligne? Ça, c'est une très belle question. Aujourd'hui, notamment ce matin, je suis allé faire mon sport comme je le fais chaque matin. Je me lève chaque matin et je m'en vais faire sport. En général, c'est à 6 heures. Et je fais au moins 2 à 3 heures de sport par jour. Chaque jour, du lundi à dimanche. Alors, aujourd'hui, quand j'étais en train de faire sport, je suis passé devant une église.
Et c'était une église catholique. Et autour de cette église, il y avait beaucoup de personnes qui vendaient des produits. Il y avait des gens qui vendaient des beignets. Il y avait des gens qui vendaient de la sucette. Il y avait des gens qui vendaient des jus. Il y avait des gens qui vendaient des chapelets. Il y avait des gens qui vendaient toutes sortes de produits. Et moi, c'était une très belle remarque. Pourquoi? Parce que, étant donné que je fais sport chaque jour, ça me permet de comprendre le comportement sociologique des personnes qui vendent à côté de cette église. Parce que je passe devant cette église tous les jours. Et lorsqu'il n'y a pas la messe, ces gens qui vendent ne sont pas là. Mais aujourd'hui, dimanche, il y en avait plus de 30 qui étaient autour de l'église et qui vendaient. Vous comprenez directement pourquoi ces personnes sont là dimanche. Ces personnes sont là dimanche parce qu'il y aura le trafic dimanche. Du moins, le trafic dimanche sera beaucoup plus important qu'en semaine. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que le dimanche, en général, dans les églises catholiques, il y a plusieurs messes. C'est-à-dire qu'il y a la messe, par exemple, je prends peut-être un exemple. Quand j'étais servant de messe à l'église Christ-Roi de Tinga, c'est à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et le dimanche, il y avait 5 messes. Il y avait une messe à 6 heures, il y avait une messe à 8 heures, il y avait une messe à 9 heures, il y avait une messe à 11 heures, il y avait une messe à 18 heures. Et vous voyez que c'est une église qui peut prendre plus de 500 personnes. Donc, imaginons seulement que pour les 5 messes-là, l'église soit pleine. Ça fait 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Ça fait 2500 personnes qui vont se retrouver à l'église ce même jour. Alors qu'on n'a pas ce même nombre en semaine. Parce qu'en semaine, il y a aussi l'église en semaine, mais il y a moins de personnes que le dimanche. Parce qu'en semaine, parfois, l'église, c'est très tôt le matin. Mais le matin, parfois, très tôt, il peut avoir, prenons même seulement 500 personnes. Mais c'est inférieur à dimanche où on a 2500 personnes. Donc, vous voyez que vendre dans cet endroit-là, le dimanche, est plus intéressant que de vendre lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, ou samedi. Ça veut dire que pour vendre en ligne, l'une des techniques à utiliser, c'est de chercher les endroits où il y a le trafic. C'est simple. Vous cherchez un endroit où il y a un trafic important de personnes et vous partez là-bas. Proposez votre produit. Juste comme ça d'abord. N'essayez même pas de trop réfléchir. Est-ce que ceux qui sont là-bas seront intéressés, machin? Attention, on parle quand même de 2500 personnes. C'est-à-dire que même si vous vendez n'importe quoi, la probabilité qu'il y ait au moins certaines personnes parmi ces 2500-là qui achètent vos produits est très importante. Donc, vous ne perdez rien à essayer. Ça vous coûte quoi? De prendre, je veux dire, 6 heures de temps de votre journée, d'aller vous asseoir devant l'église. Ce n'est qu'un exemple que j'ai pris de l'église. Et ça peut être un autre endroit où il y a du trafic. De vous asseoir dans cet endroit et de proposer vos produits et d'attendre. Vous attendez jusqu'à 18h30, 19h quand l'église finit et vous rentrez. À la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites? Vous évaluez. Vous évaluez. Il y a combien de personnes qui sont venues devant moi pour me proposer ou alors pour me demander le prix de mon produit? Ça, il faut noter. Très, très important. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, vous avez déjà retenu la première technique pour vendre hors ligne, c'est d'identifier des endroits où le trafic est important. C'est la première technique. Dès que vous avez identifié un endroit où le trafic est important, deuxième chose à faire, il faut évaluer le comportement des personnes qui sont dans cet endroit par rapport à votre produit. Ça veut dire, si vous avez mis 5 heures de temps dans cet endroit, vous regardez en 5 heures de temps, il y a combien de personnes qui se sont intéressées à mon produit? Combien? Vous dites peut-être, vous calculez. Et chaque fois que quelqu'un vient vous voir, le produit, si ça coûte combien? Le produit, si, je ne dis pas les gens qui achètent, je demande juste les gens qui s'intéressent à votre produit. Vous essayez de calculer le nombre de personnes. Si vous calculez, vous vous rendez compte qu'en 5 heures de temps, il y a 100 personnes qui ont demandé des informations concernant votre produit. Vous dites, OK, en 5 heures de temps, j'ai eu 100 personnes qui ont demandé des informations sur mon produit à cet endroit où il y a le trafic très important. Et on peut évaluer un peu ce trafic-là. Pourquoi? Parce qu'il suffit, je vous ai par exemple évalué le trafic tout à l'heure avec l'église. On prend la capacité de l'église, on voit le nombre de fois qu'il y a la messe par dimanche, on multiplie juste et puis ça nous donne, ça ne va pas donner un chiffre exact, ça je suis d'accord, mais ça vous donne une approximation. Mais ce qui est plus important, c'est le nombre de personnes qui s'intéressent à votre produit. Vous avez eu 100 personnes en 5 heures. Deuxième chose, sur les 100 personnes, combien ont acheté? Très important. Vous avez 20 qui ont acheté. Alors,
Les 100 personnes-ci, c'est eux qu'on appelle des prospects. On les appelle des prospects. Les 20 qui ont acheté, on les appelle des clients. Donc, en 5 heures de temps, vous avez eu 100 prospects et 20 clients. Maintenant, il y a un calcul qu'on va faire. Le calcul s'appelle le taux de conversion. C'est-à-dire, lorsque j'ai 100 personnes ou lorsque j'ai X personnes qui s'intéressent à mon produit, combien achètent? Le taux là, on va le calculer. Et ça se calcule très facilement. C'est une règle de 3. Ça veut dire, on a 100 qui ont acheté mon produit, c'est-à-dire on a 100 prospects. Ça représente 100%. Parce que si 100 personnes demandent des informations sur votre produit et les 100 achètent, ça veut dire que vous avez un taux de conversion de 100%. Donc 100 prospects représentent 100% de taux de conversion. Maintenant, j'ai eu 20 clients. 20 clients représentent un taux de conversion de combien? De X. C'est la même règle de 3 que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais calculer X qui sera donc égal à 20 clients fois 100% du taux de conversion divisé par 100. Bon, c'est facile. On va juste barrer les 100 et ça donne 20. Donc, ça veut dire qu'on a un taux de conversion de 20%. Ça veut dire que vous avez 100 prospects, 20 clients et un taux de conversion de 20%. Ces statistiques sont extrêmement importantes pour la suite. Parce que la suite, c'est quoi? La suite maintenant en 3, c'est de faire une étude sociologique des 20 clients. Très important. 1. Vous devez obtenir les informations sur les 20 clients. C'est fondamental. Même s'il faut que vous puissiez donner un avantage à ces personnes pour que ces personnes vous donnent leurs informations, il faut le faire. C'est très important. Quand je dis les informations, c'est par exemple le numéro de téléphone, c'est par exemple l'adresse email, c'est par exemple l'identifiant sur un réseau social, etc. Alors, vous allez dresser ce qu'on appelle le profil sociologique ou socio-démographique de ces personnes. C'est fondamental. Vous devez étudier le profil complet des personnes qui ont acheté votre produit. Ça veut dire quoi? Sur les 20 clients, vous devez essayer de savoir, sur les 20 clients, il y a combien d'hommes et combien de femmes? Ça, il faut le savoir. Sur les 20 clients, ce sont des jeunes, ce sont des enfants qui demandent à leurs parents d'acheter, ou alors ce sont des parents, ou alors ce sont des personnes qui achètent pour aller offrir à une autre personne, ou alors ce sont des personnes âgées. Il faut savoir pourquoi les gens achètent et quel est le profil des personnes qui achètent. Quelle est la tranche d'âge des personnes qui achètent. Quel est le sexe des personnes qui achètent. Quel est le quartier des personnes qui achètent. Il faut le savoir. Les personnes qui ont acheté là sont beaucoup plus dans quel quartier. Ces quartiers-là font partie de quel standard? Est-ce que c'est des quartiers de riches? Est-ce que c'est des quartiers populaires? Est-ce que ce sont des quartiers difficiles? Il faut le savoir. Il faut savoir si les personnes qui ont acheté sont des consommateurs du produit ou alors sont juste des clients qui ne sont pas consommateurs. Alors, comment faire la différence? Quelqu'un peut être un client, mais il n'est pas un consommateur. Pour faire la différence, il faut juste prendre l'exemple, par exemple, avec un nouveau-né. Un nouveau-né, lorsque sa mère achète les couches, ce n'est pas pour que sa mère porte les couches elle-même, elle achète pour son nouveau-né. Ça veut dire que lorsque vous avez les couches que vous vendez, le client, c'est la mère ou le parent et le consommateur, c'est le nourrisson ou le nouveau-né ou l'enfant. Vous voyez la différence qu'il y a entre le consommateur et le client. Ça veut dire que si vous vendez les couches, vous vous adressez aux parents pour que les parents achètent pour leurs enfants. Vous ne vous adressez pas aux enfants ou aux nourrissons ou aux nouveau-nés. Maintenant, il peut y avoir des produits où le client est aussi le consommateur. Par exemple, moi, je peux aller acheter le chocolat Choco de Startup Food, qui est une industrie de la Startup Academy. Et j'achète le chocolat et je consomme moi-même. Vous savez que dans ce cas de figure, je suis le client et je suis en même temps le consommateur. Maintenant, il y a des cas de figure où le consommateur, c'est un enfant qui n'a pas les moyens pour acheter, mais on va quand même s'adresser au consommateur parce que le consommateur va contraindre le client qui est le parent d'acheter. Par exemple, je peux vendre des jouets, mais en vendant les jouets, je m'adresse aux enfants, je ne m'adresse pas aux parents.
Je m'adresse aux enfants. Parce que je voudrais que l'enfant torture son père, torture sa mère pour que sa mère lui achète le jouet. Ça fait partie aussi d'autres techniques. Parce que si l'enfant a déjà l'âge où il peut parler et il peut torturer ses parents, je peux maintenant commencer à communiquer pour toucher l'enfant. C'est par exemple pour ça qu'on crée des dessins animés. Vous croyez que le dessin animé, c'est parce qu'on veut divertir les enfants, donc on n'a rien à faire? Non. Le dessin animé permet de conditionner l'enfant et de pousser l'enfant à torturer ses parents pour que ses parents lui achètent par exemple des jouets qui sont à l'effigie du dessin animé. Ou par exemple pour que le parent lui achète des gâteaux pour son anniversaire qui sont à l'effigie du dessin animé. Pour que ses parents lui achètent un sac à dos Stack Top Color qui est à l'effigie du dessin animé. C'est pas pour rien. Le dessin animé vend des messages subliminaux qui vont pousser l'enfant à contraindre ses parents. Et vous ne savez pas ce que ça fait. Quand un enfant commence à vous rappeler tous les jours que maman, je veux tel sac, je veux le sac de tel dessin animé, je veux le gâteau qui a tel dessin animé dessus, je veux le stylo qui a tel dessin animé dessus, je veux le bonbon qui a tel dessin. Vous n'allez pas respirer, vous allez acheter, vous n'aurez pas le choix. Et là, le marketeur qui comprend ça, comprend que lui ne doit pas s'adresser seulement aux parents. Il faut aussi qu'il s'adresse à l'enfant pour torturer le parent à travers l'enfant. Donc, ça, c'est une étude que vous allez faire auprès de vos 20 clients. À quoi va servir l'étude que vous êtes en train de faire? Cette étude va permettre de comprendre le profil des personnes qui achètent et de dresser ce qu'on appelle le persona. Le persona, c'est le profil type de la personne qui achète votre produit. Parce que tant que vous n'avez pas ce profil type, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je veux dire, comment est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas le profil type des personnes qui achètent votre produit? Comment est-ce que vous allez proposer le produit ultérieurement? Comment? Vous ne pourriez pas. Ce sera trop compliqué. Trop compliqué. Il faut que vous puissiez définir exactement quel est le profil type. L'avantage de comprendre le profil type, c'est du fait que désormais, ça va vous permettre de cibler les endroits où vous allez aller proposer vos produits. Vous n'allez plus aller dans des endroits au hasard. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel marché. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel quartier. Vous n'allez plus aller dans n'importe quel événement. Vous n'allez plus aller devant n'importe quelle église. Quand vous allez comprendre le profil des personnes qui achètent, vous allez maintenant aller où ces personnes se trouvent en nombre beaucoup plus important parce que ça va augmenter votre taux de conversion et augmenter vos ventes. Et la dernière chose à faire, et là, nous sommes toujours dans la vente hors ligne, hein, nous ne sommes pas sur Internet. La dernière chose à faire, c'est d'analyser vos personnes, ou du moins les personnes qui sont autour de vous et qui vendent aussi. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes à côté de cette église et vous vendez les beignets, par exemple, vous vendez les beignets. Vous faites ce calcul pour les beignets que vous vendez, mais vous ne devez pas vous arrêter à vos produits, hein, non. Vous devez maintenant faire la même chose pour les autres personnes qui sont autour de vous et qui vendent aussi d'autres produits. Ça veut dire quoi? Si vous avez quelqu'un autour de vous qui vend les chapelets, vous devez faire la même chose pour lui. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous êtes en train de le faire. La personne peut être votre ami, vous pouvez discuter pour avoir des informations. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas avoir ces interactions, ou c'est quelqu'un qui ne peut pas forcément vous donner ça, ou si c'est quelqu'un qui cache ces informations, vous devez quand même évaluer son trafic. S'il y a 100 personnes qui sont venues demander les informations sur vos beignets, vous essayez de voir il y a combien de personnes qui sont venues demander les informations sur le chapelet qu'il vend, sur la Bible qu'il vend. Si vous vous rendez compte que 100 personnes viennent demander les informations sur vos beignets, et celui qui est à côté de vous qui vend les chapelets, il y a 1500 personnes qui viennent lui demander les informations sur son chapelet. En fait, vous devez comprendre que dans l'endroit où vous vous trouvez là, le chapelet intéresse plus les gens que les beignets. Maintenant, le calcul que vous devez faire aussi, c'est de savoir quelle est la marge. Parce que ça aussi, bon, ça c'est l'étape suivante. Quelle est la marge que vous avez par produit? C'est-à-dire les beignets que vous vendez. Quel est le coût de production de vos beignets? Quelles sont toutes vos charges? Quand vous vendez un beignet, vous gagnez combien par beignet? Ça, c'est un calcul qu'il faut faire. Ça, c'est un calcul qui vous permet d'évaluer le taux de rentabilité. Et vous devez le faire pour plusieurs produits différents. Donc, vous le faites pour vos beignets. Vous devez aussi le faire pour le chapelet. Vous devez aussi le faire pour la Bible qu'on vend à côté de vous. Vous devez aussi le faire pour le jus qu'on vend à côté de vous. Parce que le but de le faire, ça vous permet de savoir quels sont les produits qui fonctionnent les mieux. Parce que ne vous concentrez pas seulement sur votre produit. Peut-être que vous êtes en train de vous obstiner à vendre un produit, alors qu'à côté de vous, il y a un produit qui fonctionne mieux, qui pourrait vous permettre de gagner plus d'argent, mais vous êtes obstiné à vendre seulement votre produit. Non, observez aussi.
Et si vous observez, vous vous rendez compte qu'il y a 1500 personnes qui viennent demander des informations sur le chapelet. Et que sur les 1500 personnes, il y a 1000 personnes qui achètent le chapelet. Et que sur les 1000 personnes qui achètent le chapelet, peut-être disons que le chapelet coûte 100 francs. Ça veut dire que je vais ajouter un zéro et un deuxième zéro. Ça fait 100 000 francs que la personne a vendu le chapelet. Prenons le cas de figure où le coût de production ou alors le coût d'acquisition finale du chapelet, c'est 50 francs. Ça veut dire que la personne a des marges brutes de 50 000 francs durant cette même journée en vendant les chapelets. 50 000. Alors, vous aviez eu 100 personnes qui étaient intéressées, c'est-à-dire 100 prospects, et vous avez eu 20 clients. Et vous vendez peut-être vos beignets à 50 francs. Vous vendez les beignets à 50 francs. 20 clients, ça fait quoi? Ça veut dire que je vais juste ajouter un zéro, je multiplie 5 par 2, ça fait 100. Donc, je mets 100 et je mets 2 zéros. Vous voyez la différence qu'il y a entre vos beignets et le chapelet? Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre vos beignets et le chapelet? Parce que vous avez vendu vos beignets à 20 clients. Les 20 clients, disons, ont acheté un beignet chacun de 50 francs. Donc, ça fait 50 francs fois 20. Je vais refaire le calcul. Ça fait 0, ça fait 0, ça fait 100. Lui, il a vendu les chapelets de 100 000. Vous vendez les beignets de 10 000. Lui, sur les chapelets de 100 000, il a eu des marges de 50 000 brut après avoir enlevé toutes les charges. Vous avez les marges de combien? Supposons que votre beignet que vous vendez à 50 francs, supposons que ça vous coûte même, la production, c'est peut-être même 10 francs. Supposons que la production, c'est 10 francs. Et que si on prend 10 francs, on multiplie par 20, ça va faire juste 200. Vous voyez qu'en réalité, lui, il gagne plus d'argent que vous. Je veux dire, en vendant les chapelets, il gagne plus d'argent que vous. Il a plus de marge que vous. Ça veut dire qu'en réalité, la suite logique, c'est que vous devez vous intéresser à la vente des chapelets aussi. Fatalement. Vous devez commencer à vendre les chapelets. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Parce que je sais que là, c'est la question maintenant que vous allez vous poser. Non, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Non, mon frère, non, non. Le business, bon, sauf si l'argent ne vous intéresse pas, sauf si le business ne vous intéresse pas, sauf si vous voulez être un martyr à vie. Vous allez vous obstiner à vendre les beignets, vendre les beignets, vendre les beignets et mourir en vendant les beignets, en devenant le héros mort de la vente des beignets. Non. Non, ne soyez pas le héros qui va mourir en vendant les beignets qui ne rapportent pas d'argent ou qui ne sont pas rentables ou qui ne lui permettent pas d'avoir une performance économique importante. Vous devez aussi observer l'environnement. Quelles sont les marges que je génère en vendant? Est-ce que celui qui est à côté de moi n'est pas en train de générer des marges plus importantes avec son produit? Si oui, il faut que je m'intéresse à vendre plutôt son produit. C'est plus intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour vendre le chapelet. Vous n'avez pas besoin d'être catholique pour vendre la Bible. Vous n'avez pas besoin. Est-ce que c'est vous qui allez lire? Est-ce que vous vendez pour vous forcément? Vous avez juste besoin de comprendre le produit parce que vous avez quand même besoin de lire aussi la Bible pour mieux vendre. Parce que ça peut vous donner des arguments pour convaincre un client. Donc, vous n'avez pas besoin d'être, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou prêtre. Non. Ce n'est pas nécessaire forcément. Voilà les techniques pour vendre hors ligne. Je peux aller beaucoup plus loin que ça. Ça risque juste de prendre trop de temps et ça va finir le direct juste sur cette question. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés pour vendre. C'est pour ça que je développe un peu plus pour que ça aide les autres qui ont déjà posé des questions concernant cela ou alors ceux qui s'apprêtaient à poser la question et qui n'avaient pas de solution. Parce que ne croyez pas que vendre c'est seulement sur Internet. Non, on peut vendre sans Internet. Vous pensez que… Bon, posez-vous la question. Si on ferme Facebook, on fait quoi? On va arrêter de vendre? Non, on va continuer de vendre. Il y a des techniques pour vendre sans Facebook, sans YouTube, sans WhatsApp, sans tout ça. On peut vendre sans ça. Et je vous recommande d'apprendre à vendre sans ça. Parce que si un jour on ferme Facebook, vous faites quoi? On n'a pas nos plateformes en ligne. Là, je fais un coucou à Alain Ekambi de Dicalo qui est en train de se battre pour que l'Afrique puisse avoir aussi ses propres réseaux sociaux, ses propres messageries instantanées. Parce qu'il a mis sur pied Dicalo et Ubuntu, qui sont des plateformes, des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée purement africains. Parce qu'on peut fermer Facebook à tout moment. Et vous allez arrêter de vendre parce qu'on a fermé Facebook. Et moi, parfois, je vois des personnes qui disent, moi, je fais le marketing digital. Le marketing digital ne veut pas dire que je prends mon produit et me mets sur Facebook tous les jours. Je vends les shampoings, je vends les savons, je fais les statuts tous les jours. Non. Le marketing digital, c'est une application du marketing réel, juste que c'est fait en ligne. Donc, ne croyez pas que vous seriez un con sur le marketing réel et vous allez être excellent sur le marketing sur Internet. Non, vous serez aussi con en ligne. Sauf que ce sera une bêtise internationale.
Parce que, en fait, quand vous êtes con dans votre quartier, bon, supposons que dans votre quartier, il y a 1000 habitants. Vous êtes con pour 1000 personnes. Mais quand vous êtes con en ligne, c'est incroyable parce que vous êtes con pour des milliards de personnes. Peut-être Facebook a plus de 2 milliards de personnes. Donc, vous devenez un con pour 2 milliards de personnes. Donc, sur 2 milliards de personnes, vous vous installez comme l'étalon de la bêtise. C'est mieux même de rester dans votre quartier. Ne croyez pas que vous allez laisser les techniques de marketing réelles sur le terrain. Vous allez ignorer ça et aller exceller dans le marketing digital. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes principes. Juste qu'on utilise des outils différents. Les outils sont différents cette fois. Les outils sont plus performants, sont plus rapides. Vous permettent facilement d'atteindre ce qu'on appelle la scalabilité. Mais les principes fondamentaux restent les mêmes, qui sont le marketing, la vente, la communication, le branding. C'est la même chose. Ne croyez pas que vous allez abandonner ça. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas se défaire de la lecture, mes amis. Ne croyez pas que vous allez échapper à la lecture. La lecture, c'est important. La formation est indispensable. Qu'importe votre secteur d'activité, c'est indispensable de se former. Donc, si vous croyez que, voilà, comme il y a Internet aujourd'hui, je vais créer ma page, je vais prendre mes produits, je vais saturer les gens avec, je vais mettre sur les statuts, je vais vendre. En fait, vous allez utiliser vos produits vous-même. C'est comme ça que ça va finir. Le savon que vous allez fabriquer là, vous allez vous laver avec ça vous-même. Vous allez laver vos enfants avec. Et vous allez vous battre pour que vos enfants aillent même manger en route pour payer ou pour acheter le savon pour continuer de se laver avec. Parce que vous n'arrivez à vendre à personne. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ils ne sont pas obligés de lire. Ils ne sont pas obligés de se documenter. Ils ne sont pas obligés de se former. Mais ils vont réussir à vendre, à faire le marketing, à croître. Non, mon frère, il faut apprendre. Tout le monde a besoin de se former. Et c'est quand on est sur le terrain qu'on comprend le besoin de se former. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on a toujours l'impression que ça ne sert à rien. Que non, dis donc, les Claudel là, il raconte des bêtises en ligne. Il connaît même quoi, dis donc. Il a vendu quoi, on l'a vu. Est-ce qu'il est milliardaire lui-même? Va vendre. Et c'est quand tu vas vendre pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 5 mois, 1 an, que tu vas comprendre que tu as besoin de te former. Ou que tu as besoin d'avoir un réseau. Parce que je peux aussi parler de la vente all-in à travers des réseaux. C'est par exemple ce qu'on utilise dans le marketing relationnel. Ça aussi, ce sont des techniques. Il y en a tellement de techniques. Je ne peux pas lister toutes les techniques. Ça prendrait trop de temps. Peut-être prochainement, je vais faire une formation sur comment vendre all-in. C'est-à-dire comment vendre sans Internet. Peut-être ça pourrait aider certaines personnes. Si vous êtes intéressé par une formation de ce type, vous mentionnez ça en commentaire ou vous m'écrivez en inbox. Si le besoin est intéressant, je pourrais peut-être la semaine prochaine faire une formation dessus qui va se dérouler aussi en ligne pour que qu'importe l'endroit du monde à travers lequel vous vous trouvez, vous puissiez en bénéficier.